Devant le tribunal de l'histoire, chacun de nous sera obligé de présenter ses moyens de droit pour justifier son innocence. À défaut de quoi, nous serons tous condamnés pour la non-assistance à un pays en danger. Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Au-delà de clivages, au-delà de mouvances idéologiques, au-delà des ségrégations politiques, au-delà des collisions et escalades verbales, Martin Fayulu a choisi la voie de la patrie et non du parti. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. J'apprécie à juste titre le discours républicain, responsable, conscient de Martin Fayulu, eu égard à cette insécurité qui caractérise notre pays à ce jour. Martin Fayulu est allé au-delà de l'entendement collectif des acteurs politiques. Il est resté au-dessus de la mêlée et il considère la patrie comme les dénominateurs communs de nous tous. Et pour ça, coup de chapeau à ces degrés du patriotisme et à ces degrés de responsabilité en tant qu'acteur politique, conscient de la gravité, de l'épaisseur et même de l'ampleur de cette insécurité qui ne cesse d'infester le fonctionnement normal de notre pays. Les discours de Martin Fayulu, je peux le prendre à 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension de l'appel à l'unité nationale. Comme vous le savez, l'unité nationale à ce jour devient un luxe. L'unité nationale à ce jour est inéluctable et inévitable parce que l'unité nationale devient un remède pour endiguer la problématique de la division nationale. Et les présidents de la République, souvenez-vous, lors de la convocation de consultation nationale pour la création de l'union sacrée de la nation, le fondement même de l'idée maîtresse du président de la République était justement l'unité nationale, la convivialité, la fraternité et même la solidarité nationale entre le peuple congolais. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Aujourd'hui, il devient plus qu'important que le Congolais s'unisse autour d'une table, autour d'une vision, autour d'un leader pour bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur notre territoire. Parce que parmi les faiblesses de notre pays, c'est la division. Parmi les faiblesses de notre pays, c'est la divergence de points de vue. Parmi les faiblesses de notre pays, c'est cette compréhension diverse de la question de l'agresseur. Beaucoup pactisent avec l'agresseur. Beaucoup réfléchissent dans la logique de l'agresseur. Beaucoup empruntent la voie de l'agresseur. Beaucoup emploient le narratif de l'agresseur. Pendant que l'ennemi qui agresse le Congo, en réalité, est un ennemi commun. Martin Fayulu nous invite justement à cette unité nationale. Mais lorsqu'on parle de l'unité nationale, pour une cause qui est déjà connue, il faudrait mettre de côté de sujets sensibles qui nous diviseraient davantage en interne. Il faudrait éviter certaines sensibilités, certaines émotions. Il faudrait éviter certaines questions d'ordre politique interne parce que, en réalité, ce sont des questions qui nous divisent davantage. À ce stade, même l'opposition politique, dans son format traditionnel, n'existe plus.
Parce que la seule opposition qui existe, c'est l'opposition contre Kagame. C'est l'opposition contre le Rwanda. Voilà pourquoi j'exhorte à tous les acteurs politiques de l'opposition de mettre un peu de côté tout le sujet qui pourrait nous diviser davantage. On ne viendra pas sur la table de l'unité nationale avec les discours de vérité des urnes, avec les discours d'établir sur la table l'incompétence du président Tshisekedi d'après certains opposants, avec les discours de vouloir endosser la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui sur le dos de Tshisekedi. Non. Considérons Tshisekedi comme le père, parce qu'il est le père de la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. C'est en raison de son statut aussi républicain que nous devons nous ranger derrière le président de la République pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda. Et le père peut avoir ses faiblesses. Le père peut avoir ses iniquités. Le père peut avoir ses défauts. Mais est-ce que faudrait-il faire le jeu de l'ennemi parce que notre père est incompétent? Est-ce que faudrait-il être complice à l'ennemi pour fragiliser davantage notre père? Est-ce que faudrait-il se faire pantin ou supplétif de l'ennemi pour déstabiliser davantage notre pays? Je ne pense pas. Lorsque le voisin combat notre père, peu importe le problème familial, peu importe les divisions internes, peu importe nos divergences de point de vue, je dois d'abord prendre parti pour le compte de mon père. C'est ça un enfant responsable. Ce qu'a fait Martin Fayulu, c'est une preuve de sagesse. C'est une preuve de maturité politique. C'est une preuve du patriotisme. Je me souviens encore de la sagesse du roi Salomon qui voudrait départager les deux femmes qui s'est disputées autour de l'enfant. Il y a une femme qui voudrait à tout prix qu'on tue l'enfant pour qu'enfin toutes deux puissent perdre l'enfant. Mais il y a une autre femme qui réfléchit dans la logique de si je veux perdre cet enfant, mais pourvu que cet enfant vive. Mais qui souhaite la vie du Congo? Qui peut accepter de perdre ses raisons? Qui peut accepter de perdre le pouvoir? Qui peut accepter de perdre le poste, de perdre l'argent, de perdre la notoriété, de perdre son image, de perdre tous ses intérêts politiques pourvu que le Congo vive? Qui peut accepter cela? Martin Fayulu a choisi la voie de la sagesse, celle de sauver le Congo d'abord. Et nos problèmes, on le réglera après. C'est de cette attitude qu'il s'agit. Nous avons besoin des acteurs politiques conscients. Nous avons besoin des politiques à ces stades qui vont agir avec leur âme, leur sang, leur force, leurs énergies pour combattre ensemble notre ennemi commun. Les discours de Martin Fayulu, c'était aussi une exhortation patriotique à l'égard de Corneille Nangaa, à l'égard de Joseph Kabila. Martin Fayulu opposant, au même titre que Corneille Nangaa, opposant de Tshisekedi, Joseph Kabila opposant de Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait que Fayulu voit les choses dans un sens aussi républicain que Corneille Nangaa, que Joseph Kabila? Pensez-vous que Martin Fayulu n'a pas la capacité de faire la rébellion? Pensez-vous que Martin Fayulu n'a pas le moyen pour faire la rébellion? Il n'a pas un agenda pour faire la rébellion? Pensez-vous que vous êtes plus congolais que Martin Fayulu? Pensez-vous que vous portez une nationalité qui a un degré supérieur que celle de Martin Fayulu? Pensez-vous que vous êtes plus homme que Martin Fayulu? Pensez-vous que vous avez le droit de tuer les Congolais? Martin Fayulu exhorte Corneille Nangaa à baisser les armes, d'arrêter de tuer ses compatriotes congolais. Martin Fayulu invite Joseph Kabila d'arrêter de soutenir les ennemis de la patrie. En réalité, au sein de l'opposition politique congolaise, il y a une division en termes d'approche, en termes d'aperçu, en termes d'engagement, eu égard à la question sécuritaire de la RDC. Certains opposants
sont alliés à l'ennemi de la RDC. D'autres opposants qui en réalité ne sont pas alliés de Tshisekedi, mais ils choisissent d'être alliés de la patrie. C'est ce qui est beaucoup plus important. Avec nos camarades du mouvement du 23 mars, M23, des mouvements politico-militaires, des plateformes de la société civile et de la diaspora, nous avons pris l'option de mutualiser nos efforts dans une dynamique salvatrice dénommée Alliance Fleuve Congo AFC, dont nous commémorons la première année de lutte révolutionnaire en ces jours. Corneille Nangaa, ça vous fait quoi? Lorsque vous voyez dans des images vos compatriotes congolais tués, massacrés, opprimés, il y a des exécutions sommaires, ça vous fait quoi? J'ai l'impression que Corneille Nangaa n'a plus de cœur. Ou à la limite, s'il a un cœur, j'ai l'impression que son cœur est en plastique. Lui n'a pas de douleur, lui n'a pas de compassion, lui n'a pas de pitié, lui ne ressent aucun sentiment de tristesse pour son peuple meurtri. Finalement, est-ce que Corneille Nangaa a un attachement sur le sol congolais? Est-ce que le sang de Corneille Nangaa est un sang congolais? Est-ce que Corneille Nangaa a des enfants? Est-ce que Corneille Nangaa a une famille? Est-ce que la femme de Corneille Nangaa ne peut pas dire quelque chose pour que son mari arrête ce qu'il fait? Est-ce que les enfants de Corneille Nangaa voient les choses de la même manière que leur père? Est-ce qu'à ce stade, pouvons-nous considérer Corneille Nangaa comme les libérateurs? Comment vous venez comme libérateur en même temps vous oppressez le peuple congolais? Vous avez invité la population de Bukavu pour assister à votre meeting, pour assister à votre discours, pour recevoir votre message. Vous invitez la population et vous le tuez en même temps. Quelle violence, quelle horreur. Vous invitez le peuple que vous considérez comme des peuples libérés, mais en même temps, vous avez le luxe de tuer ces peuples aux yeux et aux yeux de tout le monde. Ah mais non. Quel a été le combat de Kwame Nkrumah? Quel a été le sens du combat de Martin Luther King? Je me demande si Gandhi pouvait faire autant. Le Madiba Nelson Mandela n'a pas tué ses compatriotes sud-africains. Le combat de Patrice Emery Lumumba n'était pas celui de tuer ses compatriotes congolais. Les combats de Simon Kimbangu n'étaient pas celui de sacrifier, d'oppresser le peuple congolais. Mais le combat de Corneille Nangaa, est-ce que nous pouvons inscrire dans la logique des hommes de grandeur, des hommes de l'humanité, des hommes de cœur, des hommes passionnés à la patrie, des hommes engagés pour sauver la République? Est-ce que nous pouvons placer sur le diapason de la grandeur le combat de Kabila aujourd'hui, le combat de Corneille Nangaa? Est-ce que l'histoire politique peut inscrire dans le panthéon de notre pays le nom de Nangaa, pour le relater plus tard à nos enfants, pour parler de celui-là comme un héros, pour le présenter comme le véritable libérateur d'un peuple opprimé? Est-ce que Nangaa mérite d'être raconté à nos enfants? Vous ne pouvez pas être congolais sans aimer le Congo. C'est impossible. Est-ce que Corneille Nangaa peut écouter l'appel de Martin Fayulu? Est-ce que Joseph Kabila peut écouter l'appel de Martin Fayulu? J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. Est-ce que Joseph Kabila peut se retrouver autour d'une table, ensemble, avec son frère Félix Tshisekedi, pour combattre l'ennemi qui est le Rwanda? Pensez-vous, même dans l'extrême absurdité, le jour où vous aurez le pouvoir, pensez-vous que vous allez vraiment diriger un peuple que vous avez tué, que vous avez opprimé, que vous avez violé, que vous avez brimé? Pensez-vous que vous allez diriger librement ces peuples? Un peuple peut être naïf aujourd'hui,
Mais le peuple ne sera toujours pas naïf. Même lorsque le peuple le plus faible se ligue ensemble, tous comme un seul homme, ce peuple faible peut devenir fort. Ce peuple faible peut changer le ligne. Et donc, je demande à Nanga et à Kabila de prendre le chemin, la voie de Martin Fayulu, la voie de la paix, de l'unité, de convivialité, la voie de sauver la patrie. Quand deux États sont en guerre, l'avantage est pour l'État qui choisit de faire la guerre dans le territoire de l'autre. Ce qui a été le cas pour la Russie pour avoir envahi et occupé l'Ukraine. La Russie avait une longueur d'avance parce qu'il fait la guerre dans un autre territoire. Les États-Unis ont toujours choisi de faire la guerre, oui, mais dans le territoire de l'autre. C'est le cas aujourd'hui. Le Rwanda a choisi de faire la guerre à la RDC, mais dans le territoire congolais. Ce qui fait de notre pays un pays victime, un pays agressé, un pays faible, un pays qui subit les affres de guerre voulues par le Rwanda. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire pour renverser la tendance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour répandre notre force en tant qu'un État souverain? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bouter dehors ces rebelles, ces ennemis qui s'installent sur le territoire congolais, qui pillent, qui tuent, qui commettent des exactions, des crimes, des guerres et des crimes contre l'humanité? Il est évident, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 3 solutions. La solution militaire, la solution diplomatique et la solution politique. Mais en regardant comment les choses évoluent avec le temps, parce qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, Goma est entre les mains de l'ennemi. Ça, c'est une évidence. Bukavu est entre les mains de l'ennemi. Ça veut dire, à ce stade, sur le plan militaire, la RDC a beaucoup encaissé. Mais est-ce qu'on peut organiser l'armée en temps de guerre? Moi, je ne pense pas. On n'organise pas l'armée en pleine guerre. L'armée, on l'organise en temps de paix pour que lorsque la guerre viendra, cette armée sera à même de sauvegarder l'intégrité territoriale et d'assurer l'intangibilité de nos frontières pour protéger le peuple congolais. On n'organise pas l'armée en temps de guerre. Voilà pourquoi on dit, tout celui qui veut la paix prépare la guerre. On prépare la guerre en temps de paix. On organise l'armée en temps de paix. On achète les dispositifs militaires en temps de paix. On augmente le budget pour l'armée en temps de paix. On forme les commandos de guerre en temps de paix. On achète des bateaux, des hélicoptères, des avions de guerre en temps de paix. Pour que lorsque la guerre viendra, que nous soyons à même de protéger notre pays. Et donc, sur le plan militaire, il est vrai, la RDC a perdu la bataille. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension diplomatique. Est-ce que sur le plan diplomatique, nous avons autant perdu la bataille? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, la diplomatie, c'est le seul rempart pour que la RDC arrive à bouter dehors l'ennemi et gagner le temps afin d'organiser son armée. Mais dans la diplomatie, il y a certains impératifs qui s'imposent. La négociation a toujours été considérée comme l'instrument de base de la diplomatie. Vous ne pouvez pas mener une diplomatie agissante, une diplomatie dynamique, sans pour autant avoir l'art de négocier. Et pour négocier, en réalité, il faut être dans une position de force, pour être capable d'imposer son veto, d'imposer ses recommandations, pour être capable de soumettre l'ennemi dans les conditions posées par la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à ce jour, du point de vue diplomatique, la RDC est dans une position de faiblesse ou de force? Ça, c'est une question. Mais ce qui est bien, ce qui est de positif sur le plan diplomatique, c'est que les lignes changent, les lignes bougent. Les choses vont maintenant à l'intérêt de la RDC. Parce que le narratif même de la communauté internationale a changé.
La position de certains États au niveau de la communauté internationale a changé. Les discours d'hier de la France n'est pas les discours d'aujourd'hui. La position d'Antonio Guterres comme secrétaire général des Nations Unies, sa position d'hier n'est pas la position d'aujourd'hui. La position de l'Union européenne d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. La position de l'Union africaine d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Autrefois, on considérait le Rwanda comme un État qui est en antagonisme avec la RDC sur base des intérêts partagés. Autant la RDC était victime, la communauté internationale hier considérait le Rwanda autant comme victime de la RDC. Le Congo s'est plaigné de la présence de M23 sur le territoire congolais. Et le Rwanda également s'est plaigné de la présence des FDLR qui menacent la paix du Rwanda. C'était 50-50 et la communauté internationale ne savait pas départager les deux camps. Mais aujourd'hui, le narratif a changé. Aujourd'hui, la communauté internationale considère le Rwanda véritablement comme un État agresseur. On considère le Rwanda comme un État qui commet des actes de barbarie, qui commet des crimes contre le droit de l'homme, contre le droit humanitaire. Voilà pourquoi certaines nations ont choisi d'infliger des sanctions directes contre le Rwanda, je dirais contre les personnalités rwandaises. Les cas des États-Unis. Je salue la rupture diplomatique en termes de coopération entre l'Union européenne et le Rwanda. L'Union européenne a suspendu, a coupé tout contact, tout partenariat militaire et économique avec le Rwanda. Je salue la position de Londres, qui a également suspendu ses aides extérieures pour le Rwanda. Je salue la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda. Les narratifs ont changé, ce qui explique les efforts diplomatiques de la RDC du point de vue diplomatique. Aujourd'hui, on parle de deux processus. Il y a le processus de Nairobi, qui est beaucoup plus favorable pour le Rwanda, et le processus de Luanda, qui est beaucoup plus favorable à la RDC. Pourquoi la RDC considère plus les processus de Luanda que celui de Nairobi? Parce qu'en réalité, le processus de Nairobi a de mauvaises bases. Parce que Joseph Kabila avait planté les décors de l'insécurité en pactisant avec les rebelles depuis l'accord du 23 mars 2009. Cet accord qui nous a abouti à un processus de Nairobi où le gouvernement congolais, sous la houlette de Joseph Kabila, avait déjà accepté un certain nombre de conditions. Et c'est sur ça que le Rwanda s'appuie. Dans le processus de Nairobi, parmi les parties prenantes au conflit, il y avait autant la RDC, mais aussi le groupe rebelle qui impliquait dans la partie est de notre pays, y compris le M23. Mais par contre, dans le processus de Luanda, le M23 ne vient pas sur la table. Le groupe rebelle ne figure pas parmi les parties prenantes. Le processus de Luanda est un processus bilatéral entre deux États, le Rwanda et la RDC. Mais voilà une erreur du Rwanda, une erreur diplomatique. Le fait pour le Rwanda d'accepter d'aller en négociation avec la RDC au Luanda, cela voudrait dire que le Rwanda a accepté que c'est lui l'agresseur du Congo. Parce que autrefois, les discours du Rwanda, c'était le problème du Congo, c'est un problème congolo-congolais, c'est un problème entre le Congolais que le Rwanda n'avait rien à voir. Mais du moment où Kagame avait accepté de faire avec ces processus de Luanda, ça veut dire que Kagame avait accepté que c'est lui l'agresseur du Congo. Vous ne pouvez pas être un ami d'un État et se retrouver autour d'une table comme partie prenante au règlement du conflit.
Et c'était ça, l'erreur diplomatique du Rwanda. C'était ça, le piège de Tshisekedi qui avait tenté au Rwanda. Et le Rwanda s'est rendu compte à la dernière minute. Voilà pourquoi Kagame s'est rétracté. Voilà pourquoi Kagame a lâché la table, a quitté la table des négociations. Voilà pourquoi Kagame a refusé de continuer avec le processus de Luanda. Parce qu'en réalité, c'était un processus qui le culpabilisait davantage. Ces processus de Luanda rendaient plus Kagame coupable de tout le crime commis sur le territoire congolais. Voilà pourquoi, au bout de compte, Kagame a compris et il s'est rétracté. Il a refusé, il a reculé. Et il ne veut plus du processus de Luanda. Encore une fois, du point de vue de la bataille diplomatique, Tshisekedi l'a gagné. C'est comme ça que vous verrez, le Rwanda s'appuie tout le temps sur les conditions posées par le M23. Et la condition majeure est celle de brassage et mixage des éléments rwandais au sein du M23 dans l'armée congolaise. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Je vous ai toujours dit, le Rwanda veut asseoir sa politique d'encerclement. Le Rwanda veut avoir le contrôle absolu du gouvernement congolais. Le Rwanda veut avoir le monopole de contrôle dans la partie est de la RDC pour avoir un couloir permanent d'insécurité afin de piller nos minéraux. C'est ça le plan du Rwanda. Alors, du point de vue diplomatique, la RDC a 70% de chances de gagner la bataille. Mais la question qu'on se pose à ce stade, est-ce que le Rwanda pourra se retirer? Est-ce que les éléments rwandais sur le territoire congolais vont se retirer après les sanctions de la communauté internationale? Est-ce que Kagame continuera de s'entêter et même de braver les puissances internationales? Est-ce que la communauté internationale fait en même temps le jeu de chaud et de froid? Est-ce que la communauté internationale est sincère dans ses sanctions infligées contre le Rwanda? Ce sont deux questions. Mais si le Rwanda finit par fléchir aux exigences de la communauté internationale, c'est par là qu'on dira que la bataille est gagnée. C'est par là que la République démocratique du Congo prendra un peu du dessus. Mais seulement, il faut savoir qu'une paix obtenue par la voie d'une négociation, ce n'est qu'une paix temporaire. Oui, nous avons besoin de gagner le temps. Nous avons besoin d'obtenir d'abord cette paix temporaire parce que nous voulons profiter de ce temps pour organiser notre armée. Pour procéder au toilettage de notre armée, teinter des infiltrés et des agents doubles. Pour doter aux forces armées de la République d'un arsenal militaire important et capable de vaincre l'ennemi. Pour augmenter le budget de l'armée congolaise, pour mettre le soldat de notre pays à l'abri d'une sécurité sociale. Nous voulons obtenir cette paix, bien que temporaire, pour organiser le pays, pour assurer notre défense nationale et pour préserver définitivement l'intégrité de notre territoire. Parce qu'en réalité, la vraie paix provient de la victoire de l'armée congolaise. Cette paix, elle est durable. Cette paix, elle est définitive. C'est une paix qui va s'installer dans le temps. Et que c'est une paix qui peut être considérée comme un héritage à léguer pour la génération future. Parce que les enfants qui arriveront demain,
Ils auront besoin de la paix. Il s'agit d'une paix durable, d'une paix définitive que nous devons obtenir. Et cette paix, on ne peut l'obtenir que par la victoire de l'armée congolaise.